Nous sommes de retour sur ce plateau pour la seconde partie. Et nous allons parler maintenant de la situation au Mali. Ferdinand, je lisais sur un site ou bien quelque part la semaine dernière une phrase qui m'a fait un peu sourire. On disait la CEDEAO à boire, le peuple malien passe. Non, mais c'est assez dramatique aujourd'hui pour la CEDEAO. Dans la crise togolaise de 2017, nous étions parmi les rares journalistes à canarder la CEDEAO dans ce pays, à rappeler toutes les compromissions de la CEDEAO en 2005, l'argent qui a circulé et puis le nombre de morts qu'on a eu. Et ces gens, ils ont pris les sous, ils sont repartis tranquillement, laissant le peuple togolais à son propre sort. Mamadou Tandja, Obasanjo, Adrien Diop, Maïma Kabuka, et pour ne citer que cela, il y a certainement d'autres que j'ai oubliés. Tous ces chefs d'État, fonctionnaires de la CEDEAO, à la limite, sont des gens dangereux pour l'Afrique. Et donc, lorsqu'une crise éclate dans un pays, au lieu d'aller régler le problème, ils vont au secours de leurs collègues. Et donc la CEDEAO est devenue carrément un syndicat des chefs d'État qui se soutiennent dans le mal. Et donc la crise au Mali, tout le monde savait que c'était une crise assez profonde. Et la CEDEAO était déjà partie là-bas. Au lieu de régler le problème, de prendre le problème et le régler de façon définitive, ils se sont contentés de dire, ouais, il y a 30 députés qui ont été mal élus, qu'il faut que ces 30 députés démissionnent, il faut que le président réforme la Cour constitutionnelle, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est du saupoudrage. Ils n'ont pas pris le vrai problème à bras le corps. Et donc, ils ont sous-estimé la détermination du peuple malien, qui a d'abord rejeté toutes ces propositions, et puis en plus, même les députés qu'on a demandé de démissionner, on dit, mais le président de la République même ne démissionne pas. Nous, on demande à ce que nous démissionnons, mais qui est fou, personne ne démissionne. Et à la fin, la tension a continué par monter, et les militaires, jouant l'ultime arbitre, ont pris leurs responsabilités. Donc, il faut d'abord saluer la bravoure du peuple malien, sa détermination, c'est comme ça qu'on règle les problèmes, et il faut saluer aussi la lucidité de ces officiers, dont la plupart sont des jeunes, 40 ans, 45, qui ont pris leurs responsabilités devant l'histoire. Vous savez, nous ne sommes pas forcément des partisans de coup d'État, mais lorsque des gens parvenus au pouvoir par des moyens frauduleux modifient les constitutions pour s'octroyer des pouvoirs à vie, utilisent tous les moyens à leur possession, la justice, l'armée, la police, pour réprimer les gens, réduire les gens au silence, il y a d'autres moyens pour mettre fin à ce pouvoir, c'est soit par les révolutions, c'est soit par les coups d'État. Et donc, pour le cas du Mali, c'est quelque chose qui a salué. On sait comment Ibeka, sa famille, son clan ont rendu ce pays totalement exsangue. Le Mali n'était plus un État, c'est un pays livré à des bandes armées, le nord totalement sous le contrôle de l'Azawad, avec l'implication de la France bien sûr, et le sud et les autres parties du pays totalement abandonnées. Pendant ce temps, la gabégie, la corruption, l'enregistrement illicite, le népotisme. Le fils de Ibeka se permettait d'aller en Espagne, à Ibiza, pour faire la fête avec des amis, les prostituées sur des yachts, alors qu'il est le président de la commission défense à l'Assemblée nationale, pendant que les militaires étaient en train d'être canardés sur le front par des djihadistes. Alors, l'armée a pris ses responsabilités. Le syndicat s'est agité, notamment, peut-être on reviendra là-dessus. L'armée a pris ses responsabilités en mettant fin à cette gouvernance calamiteuse-là. Et ça rappelle, dans les années 78-79, au Ghana, lorsque le pays était devenu invivable et que les Ghanéens faisaient la queue pour manger, pour pouvoir acheter du con pour manger, il y avait une corruption endémique. Des jeunes officiers avec à leur tête Ronlis ont pris leurs responsabilités. Et donc, moi je pense que, quel que soit ce qui va arriver demain, quel que soit ce que les militaires feront demain de ce pouvoir-là, au moins, ils ont arrêté la dérive
de IBK et de sa famille, c'est quelque chose qui est à saluer. Maintenant, il faut veiller à ce que ces militaires aussi, vous savez, en Afrique, souvent quand les militaires viennent, ils font de bons discours au départ, et puis après, avec le goût du pouvoir, ils commencent pas à dire oui ou non. Et donc, il faut veiller à ce que les choses se passent normalement. Quant à la CEDEAO, elle s'est totalement discréditée. Je pense même plus qu'on n'en a plus besoin, parce que ces gens, c'est des plaisanteux, c'est de vrais comédiens. Vous savez que la CEDEAO est financée à 80% par l'Union européenne sur son budget d'investissement. Et les 20% qui constituent le budget de fonctionnement proviennent des cotisations de tous les États. Et certains ne cotisent même pas. Donc les gens sont à Abuja, ils sont bien nourris, ils sont dans des grandes villas et ils se permettent de venir dans des pays, voler au secours des dictateurs, prendre des positions contre les peuples. Vous avez vu tout ce que à Kabrou, je ne sais comment on l'appelle, et Béhanzin ont joué ici, Kassibrou plutôt, et Béhanzin ont fait ici comme comédie. Et vous allez au Bénin, on vous dira que Béhanzin est maintenant riche. Il a trouvé l'argent où? C'est dans les histoires de la CEDEAO. Donc je pense que la situation au Mali nous rappelle que seuls les peuples sont souverains. Même si vous êtes élu et que vous ne respectez pas la volonté du peuple, le peuple peut vous défaire avant la fin de votre mandat. Et Nicolas, vous avez vu cette position de la CEDEAO ne fait que renforcer la détermination du peuple malien. Vous avez vu vendredi dernier, à l'appel de l'imam, la grande mobilisation qui est encore eue. Au fait, vous savez, le Togo a toujours été un cas d'école. Comment vous avez vu la situation du Togo, comment la CEDEAO réagit. Je prends par exemple l'exemple de 2005, lorsqu'il y a eu tuerie. Midaoudou est venu ici. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mindaoudou a dit qu'on a tué un Nigérien au Togo, et comme si les Togolais qui sont tués de nord d'Atapamé et autres étaient des chiens. Vous comprenez? Et des décisions étaient prises. Même l'autre de Amnesty International de Dakar qui est aujourd'hui à Transparency International, j'oublie maintenant, à Lumtine, ils sont venus ici, ils n'ont fait que cafouer parce qu'on leur a attendu de l'argent. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, en 2017, la crise au Togo, regardez ce qu'ils sont venus faire. Avec tout ce tralala, ils se sont bouffés ils se sont remplis les poches. Et vous allez voir que Kassibrou faisait un communiqué. On dit non, le communiqué, vous vous rappelez que le communiqué, c'était pas ça, c'est un autre communiqué. Avec tout ça là, ils ont mangé ou bien ils ont cassé du sucre sur le dos de la population et ils sont partis. Aujourd'hui, la population est restée toujours dans son trésor, sinon nous n'allons pas arriver au pétrole gate là. C'est pour éradiquer tout ça que la CEDEAO était là. Mais puisqu'ils n'ont rien fait, les choses ont continué, le vol a continué, la gabegie continue. Et voilà, nous sommes arrivés là. Aujourd'hui, cette CEDEAO, moi je me pose des questions, est-ce qu'elle peut encore exister? Parce que déjà, le colonel Ouagé a fait une déclaration cet après-midi pour dire qu'aucune décision n'a encore été prise avec la commission de la CEDEAO. Que les gens disent que la commission de la libération de choses, qu'aucune décision n'a encore été prise et que pour prendre une décision sur la formation d'un gouvernement, ils vont faire une consultation large. La société civile, les partis politiques, les opérateurs économiques, qui vont faire cette consultation avant de constituer un gouvernement. Mais tenez-vous bien, on a déjà décidé dans l'opinion que non, les décisions sont déjà prises, il y a eu ceci. Vous voyez la situation. Pour dire quoi? Simplement que cette CEDEAO n'a plus sa valeur. Cette CEDEAO n'a plus ce poids-là vis-à-vis de la population. Sinon, après le coup d'État, on ne verra pas cette population immense sortir la fois dernière à Bamako, à la France de à Bamako, pour dire que aujourd'hui, je pense même que nos États doivent d'une manière ou d'une autre s'écarter ou bien mettre fin à cette association ou bien à cette communauté-là, parce que cette communauté, les gens qui viennent au temps des crises ne font pas le job. Et tenez-vous bien, vous allez voir que dans toutes les réactions de la CEDEAO, on comprend aisément que c'est un syndicat de présidents qui vole au secours de leurs frères en détresse. Et le plus souvent, c'est toujours comme ça. On vient, on finit les choses. Vous avez vu le cas de la CEDEAO au Togo, fort même là-bas, ils se la coulent douce. Ils sont venus faire du n'importe quoi. Il est là. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'ils veulent faire avec le Mali. Ils se sont trompés parce que les jeunes généraux connaissent la valeur de leur pays. Comment on peut comprendre que pendant que 53 militaires maliens ont été tués par les djihadistes, le fils est en train de faire de la bamboula en Espagne? Ah, il est responsable de défense. Vous comprenez déjà
Voilà, vous voyez le contraste. Je pense que ces militaires ont pris leur destin en main. Moi, j'ai même dit que c'est un coup d'État réfléchi. Parce qu'il n'y a pas eu une fusion de sang et que ça a été fait d'une manière douce. Et vivement qu'aujourd'hui, ces militaires aussi prennent la hauteur pour ne pas commencer à s'éterniser. Déjà, quand ils disent que rien n'a été pris et que pour organiser un gouvernement, pour mettre en place un gouvernement, ils font faire une large consultation, je pense qu'ils sont sur la bonne voie et que cette CEDEAO n'est pas toujours sur la bonne voie. Merci beaucoup. Ferdinand, dans cette situation-là, on voit que ce sont les chefs d'État candidats au troisième mandat qui se démènent pour qu'on sanctionne le Mali. C'est pourquoi j'ai parlé même de syndicats de présidents. C'est pourquoi j'ai parlé de ça. Parce que si ils sont des syndicats, c'est qu'ils se couvrent. Ils se couvrent dans le mal, bien sûr. Tenez-vous bien. Aujourd'hui, insulter l'intelligence de ces pays-là, c'est grave. Quand on prend la Guinée, et Alpha Condé qui était dans l'opposition pendant combien de décennies? Aujourd'hui, il a combien d'années? À peine, je pense qu'il frôle les 80, presque. Et aujourd'hui, il va au troisième mandat. Nous avons Ouattara de l'autre côté. Ouattara qui a été gouverneur de la BCEAO avec le passeport de la haute volta et qui a aujourd'hui, c'est à cause de Houphouët Boigny qui a fait une modification de la constitution afin que lui devienne premier ministre et devenir ivoirien et conduire ce pays aujourd'hui. Voilà ce qui... Et il dit qu'il est libre aujourd'hui, qu'il est soulagé parce qu'il va au troisième mandat. Tout simplement aujourd'hui, nous avons aussi des choses à dire du côté de la France qui ne soutient que le mal. C'est pourquoi ces syndicats de présidents sont là-bas et parce que cette France-là soutient à cause de ses intérêts. Moi, je dis aujourd'hui une chose. Si l'exemple du Mali peut amener d'autres à prendre aussi leur destin en main, je pense que ce sera bon. Vous allez comprendre aujourd'hui que dans tous les pays, lorsque l'armée ne se lève pas, les manifestations populaires n'ont pas plus de... Puisque c'est déjà au menu. Vous allez prendre l'exemple du Burkina quand Blaise Compaoré, parce que c'est l'armée après tout. Parce que les gens qu'on a amenés pour tuer ces jeunes-là ont accepté maintenant être avec la population. Au fil du temps, vous allez voir que quand l'armée commence à retourner sa veste, le président va partir. C'est ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré. C'est ce qui s'est passé aussi au Mali. Vous avez vu, les mercenaires d'ICO ont amené les jeunes généraux à dire non, ça ne peut pas aller comme ça. Vous pensez que si les populations peuvent marcher, ça ne va pas prendre. Parce que ils ne sont pas armés. Et quand les jeunes généraux là ont pris leur destin en main, on a vu ce qui s'est passé. C'est pourquoi aujourd'hui au Togo, on dit souvent qu'il y a une certaine complaisance au niveau de l'armée, ou bien il y a une certaine, puisque l'armée est clanique. Donc ce qui veut dire que les gens ne lèvent pas le petit doigt. Et voilà, et on y va. Je disais la fois dernière quelque part. J'étais en mission au Cara la fois dernière, tenez-vous bien. Le 25 déjà, le jeune policier disait qu'il a plu. Parce qu'il y a eu virement. Pendant ce temps, les fonctionnaires n'ont pas encore eu leur virement. Vous comprenez immédiatement que c'est des gens où on leur donne tout pour qu'ils puissent s'endormir, pour qu'ils ne se revendiquent et qu'ils ne se révoltent pas. Mais il faut qu'au moins un jour, dans ces États ou bien dans nos États, que les forces de l'ordre prennent de la hauteur et voient la souffrance de la population pour un jour dire aussi non. Que l'exemple du Mali nous serve encore à d'autres États. Merci beaucoup. Oui, mais je pense que dans ce genre de situation, l'armée restera toujours l'ultime arbitre, que ce soit au Burkina, au Mali, peut-être un jour dans d'autres pays. La réaction des chefs d'État partisans du troisième mandat est normale. Quand on dit souvent que quand vous voyez un des vôtres en train de périr quelque part, vous pensez à votre propre sort. On a vu que dans ce dossier-là, les gens qui étaient les plus agités, c'est Ouattara et Alpha Condé. Et les deux qui ont semé d'abord le bordel ici, ouais, et qui ont utilisé le cas togolais comme une expérience pour aller faire ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Et ça aussi, on avait déjà attiré l'attention de l'opposition à l'époque. Personne n'avait compris. Aujourd'hui, le peuple malien, par exemple, la société civile malienne, les politiques maliens, tant bien même que les politiques au Mali sont plus ou moins effacés dans cette révolution-là, parce que si un imam, si c'est un imam qui c'est finalement un imam qui a pris le devant de la lutte, c'est parce que les politiciens ont échoué. Et donc tout ça, c'est une leçon pour nos politiques ici. Vous avez vu, quand les chefs d'État venaient ici, nos hommes politiques, nos leaders d'opposition, ils étaient sous leurs pieds comme ils étaient des dieux. Et ils ne bronchaient pas. Mais vous avez vu ce que les politiciens maliens sont en train de dire vis-à-vis de la CEDEAO. Je me rappelle en 2015, Ouattara est venu ici
en plein processus de proclamation des résultats, dire au cours d'une réunion qu'on va donner les résultats. Si quelqu'un fait des manifestations, qu'il y a des morts, ils vont envoyer la personne, comment appelle-t-on, à la CPI. Aucun opposant togolais n'a bronché. Le même Ouattara qui, lui, estimant qu'on l'a volé en Côte d'Ivoire, a utilisé les armes pour chasser Gbagbo. Et donc, vous voyez la différence entre les hommes politiques togolais et les hommes politiques d'ailleurs. Vous voyez la différence entre les hommes de la société civile togolaise et les hommes de la société civile ailleurs. Ici, les présidents de la CEDEAO, les présidents qui étaient venus en médiateur, étaient devenus comme des dieux. Les leaders couraient derrière eux jusqu'à ce que des histoires d'argent éclatent pour éclabousser les gens. Donc, nous devons tirer des leçons de ce qui se passe ailleurs pour reformer notre manière de penser, d'agir. Moi, je disais par exemple, les gens qui m'interpellent, qui disent oui, dossier Petrolgate, il faut faire attention, on va te tuer, on va faire ci, on va faire ça. C'est vrai que des gens vous appellent pour vous donner des conseils parce que c'est un dossier sensible. Mais moi, je dis aux gens, mais vous les Togolais, vous avez trop peur. C'est la peur qui a fait que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Si chacun pouvait faire quelque chose un jour et pousser un peu loin le bouchon, ce pays changerait. Nous, on fait notre part. Et moi, j'estime que dans ce pays, on a déjà tout perdu. Nous n'avons plus rien à perdre en dénonçant les gens. On a déjà tout perdu. Est-ce que vous savez ce que vos enfants vont devenir demain? Quel pays vous allez leur laisser demain? On a déjà tout perdu. L'horizon a bougé. Nous sommes des morts vivants dans notre propre pays. Nous sommes tous des prisonniers ambulants. Si demain on décide de vous assassiner, on vous assassinera. Autant parler aujourd'hui et dénoncer ce qu'on peut dénoncer. C'est parce que depuis longtemps, depuis le parti unique, on a mis la peur dans l'esprit des gens. Et c'est même en commençant par les parents. Ah, il ne faut pas aller là-bas, on va vous tabasser, on va vous tuer. Si vous allez à l'école, les gens manifestent, toi ne manifeste pas, prends ton sac, rentre à la maison. Que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. À un moment donné, il faut dire ça suffit, il faut qu'on avance. Et donc, c'est ce courage-là, c'est cette détermination-là que les autres peuples nous envoient. Notamment le Burkina. Il y a 5 ans, moi j'y étais, en pleine révolution. Et aujourd'hui, le Mali. Les Togolais, dès qu'on fait comme ça, les gens commencent pas à trembler parce que c'est un chef d'État qui parle. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que Ouattara vienne ici pour nous dire ce que nous devons faire? Et c'est ce que lui a fait pour venir au pouvoir? Non. Donc, nous devons avoir des hommes politiques, des leaders de la société civile capables de dire la vérité à des gens, fut-il même des chefs d'État. L'essentiel, c'est qu'ils soient, ce qu'ils disent vient de leur cœur et que ce soit en harmonie avec ce que le peuple pense. Voilà des hommes que nous avons besoin pour prendre le combat, pour prendre le devant du combat. Donc, Ouattara, qui, après avoir manœuvré jusqu'à ce que son premier ministre ne meure, il savait très bien qu'il allait mourir, il revient pour dire oui, moi je n'ai pas eu le temps de préparer un successeur, comme si la Côte d'Ivoire était un royaume. Ce n'est pas en 4 semaines qu'on prépare un successeur, donc moi-même je vais y aller. Alpha Condé, malgré son âge, sa démarche, sa parole même qui ne sort plus, quelqu'un qui a fait 50 ans dans l'opposition et qui est venu, qui n'avait même pas gagné les élections. Il faut quand même qu'on le dise. En Guinée, en 2010, Alpha Condé n'avait pas gagné les élections. Alpha Condé avait 17%. Il avait 17%. Et Cellou Dalein Diallo était autour de 48 ou même plus de 50%. Alors, ce que nous appelons la France-Afrique, avec Bernard Kouchner, qui était un ami de longue date d'Alpha Condé, Hollande était au pouvoir, c'est l'international socialiste, on dit oui, il faut faire quelque chose pour récompenser Alpha Condé parce qu'il a fait trop longtemps l'opposition. Alors, ils ont utilisé le général Sangaré, qui était l'organisateur des élections en Guinée, plus la francophonie, pour renverser les résultats. Parce qu'on estime qu'Alpha Condé a trop longtemps fait l'opposition, il faut le récompenser, il faut qu'il devienne président pour renverser les résultats. Et ils ont manœuvré les choses. Et rappelez-vous, en 2010, entre le premier tour et le deuxième tour, il a fallu 3 mois pour effacer toutes les preuves de ces magouilles-là. Et on a fait le deuxième tour et on a proclamé Alpha Condé vainqueur. Et on a envoyé des chefs d'État parler à Cellou Dalein Diallo pour lui dire, écoute, on laisse le grand frère prendre 5 ans, après on verra comment tu vas venir, calme-toi. Et vous savez, la politique c'est comme ça, c'est dans le dialogue aussi. Après avoir fait surréciter ses militants, s'est calmé parce que bon, on a envoyé des émissaires. Et on s'est dit, Alpha Condé va prendre le pays 5 ans, il va faire des réformes parce qu'il se dit démocrate, et puis après on verra et les autres passeront. Et il est venu, il a fait 5 ans, il n'a rien fait. Il n'a même pas été capable de faire les élections municipales, il a tué les gens, il a tiré sur les enfants et les élèves. 5 ans après, il a fait des frauduleuses pour se maintenir. Et 10 ans après,
dans son état grabataire là, il dit non, que lui ne part pas, et parce que les Guinéens lui ont fait appel à 80 ans pour briguer un troisième mandat. Alors, ces gens sont des intellectuels, je ne sais pas s'ils sont même, il faut même les appeler des intellectuels, c'est des gens plus ou moins instruits, sont des gens dangereux pour l'Afrique. Alpha Condé et Ouattara. Le problème de la Côte d'Ivoire, il faut avoir le courage de le dire, c'est Ouattara. Depuis que Houphouët-Boigny est décédé, c'est Ouattara qui est le problème de ce pays. Parce que, venant d'ailleurs, ayant servi ce pays-là, il s'est dit, après la mort de Houphouët-Boigny, c'est lui qui devait prendre le pouvoir. Et depuis, la Côte d'Ivoire est en train de sombrer à cause d'un individu, c'est Alassane Ouattara. Et donc, ces gens-là, les jeunes, la jeunesse en Afrique doit combattre ces gens-là. Parce que ces gens-là n'ont plus rien donné à nos peuples. Ils sont en train de tuer les gens. Vous avez vu que la dernière fois, comment ils ont gazé les femmes en Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, et c'est valable pour le Togo, il faut faire la différence entre un opposant et un démocrate. Un opposant n'est pas forcément un démocrate. Vous savez, en 90, il y a beaucoup de gens qui se sont déclarés opposants à Yadema, qui étaient à la conférence nationale, qui ont fait des discours, qui ont insulté Yadema, comme le ministre Boukbessi de l'administration territoriale, qui signe aujourd'hui des récépissés pour des supporters de Club Manchester et refuse de signer les récépissés pour les associations. Ce monsieur, c'est eux qui étaient les opposants à la conférence nationale, les Kantati, qui est décédé, paix à son âme, même les prêts, tous ces gens-là, ils étaient des opposants. Alors que c'était des aigris en fait. Dès que le système a voulu chambouler, ils sont retournés faire Yadema. Et c'est eux qui nous montrent aujourd'hui toutes les couleurs. Donc il faut faire la différence, parce que les gens disent oui, parce que le discours comme chez moi j'entends au Togo, les gens disent oui, mais ceux qui supportent l'opposition là, vous avez vu ce que les opposants font quand ils prennent le pouvoir. Alpha Condé par exemple, il est en train de tuer les gens, ça c'est un exemple, il ne faut pas faire confiance aux opposants, c'est un faux débat. Un opposant n'est pas forcément un démocrate. La démocratie, c'est toute une culture qu'il faut apprendre. C'est une culture qu'il faut avoir. Un opposant peut être un aigri du système en place, parce qu'il n'a pas trouvé à manger, il rejoint le camp des aigris, et si le système le retend la perche, il retourne dans le système. C'est ça. Et donc, nous devons faire attention au concept, parce que le concept même opposant aujourd'hui est devenu péjoratif. Quand on dit que tu es opposant, les gens commencent pas à écarquiller les yeux. Donc, un opposant n'est pas forcément un démocrate. Vous avez vu des gens comme Alassane Ouattara, qui ont été victimes du système, qui ont été mis dehors, qui se plaignent tout le temps, que lui, il a servi la Côte d'Ivoire, on l'empêche d'avoir une nationalité, on l'a écarté, parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman, il est si. Aujourd'hui, le même Alassane Ouattara, qui a fait croire aux gens qu'il était démocrate, il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Guillaume Sorom dehors, il a même voulu l'arrêter, il a tué les gens, et il fait ci, fait ça. Il prouve qu'en fait, il n'a jamais été un démocrate, c'était un aigri. Alpha Condé de même. Et ce genre de personnes, nous en avons au Togo. Et c'est eux, les passagers clandestins qui sont dans le trait de l'alternance, qui brouillent les pistes. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez de l'avant, ils vous tirent vers le bas. Parce qu'entre temps, ils vont se faire servir à la caisse et ils reviennent, ils sèment la zizanie dans le groupe. Et donc, dans le processus, comment dirais ça, de cette lutte qui a trop duré, il faut que les Togolais arrivent à un moment donné à faire la différence entre les concepts pour pouvoir maîtriser ce que nous sommes en train de faire et avancer. Donc, moi je suis convaincu que quelque chose est en train de se passer en Afrique de l'Ouest. Les peuples sont désormais unis. Il y a l'Internet, les gens se parlent, les gens savent ce qui se passe dans les autres pays. Quand on consulte demain l'échangeur à Accra, tous les Togolais voient. Et ils comparent avec le pont de Lomé. Et ils font la différence qu'il y a échangeur et pont. Je ne sais pas si vous voyez, quand on envoie des bus à Accra pour qu'on conduise les élèves au Ghana pour aller à l'école, et qu'au Togo il n'y aura pas de bus, sur Internet les jeunes voient. Donc il y a un déclic au niveau de la prise de conscience. Et donc, cette génération-là qui arrive, qui est la génération Internet, téléphone intelligent, qui veut avoir une vie meilleure, va aller en guerre contre ces gens-là qui veulent se maintenir à la tête de leur pays, juste pour les intérêts de leur famille, de leur clan et de leurs amis, et pour les intérêts de la France. Et donc, dans les prochains mois, vous allez voir, le Mali c'est déjà bon. Bon, on verra ce que ça va donner plus tard, mais Ibeka, c'est déjà du passé. Alpha Condé, ça va chauffer. Alassane Ouattara, il allait déposer sa candidature aujourd'hui, ça va chauffer. Le pays sera ingouvernable parce que les Ivoiriens ne sont pas comme des Togolais, c'est des gens courageux, qui sont déterminés, ils ne vont pas se laisser faire. Et puis après, pour le moment, les Togolais dorment, ils devaient s'en inspirer pour se réorganiser et aller au fond en ce moment où tous les projecteurs
sont branchés sur l'Afrique de l'Ouest et que la CEDEAO est en difficulté à régler les problèmes de fond en Afrique de l'Ouest. Donc je pense que une analyse assez simple démontre que l'Afrique de l'Ouest va bouger et ce seraient les peuples contre les syndicats des chefs d'État. L'Afrique de l'Ouest va bouger. Et Nicolas, vous êtes de cet avis qu'après le printemps arabe, il y aura l'été ouest-africain? Bon, on a déjà eu... Bon, nous on a beaucoup plus ici l'Harmattan, vous savez, donc on n'a pas d'été. Je pense même que, comme l'a dit Ferdinand, l'exemple du Mali sera vraiment scruté. Parce que quand vous entendez les gens parler, quand vous voyez la réaction des gens, des uns des autres, vous vous dites que les gens ont quand même une certaine idée, une certaine nomenclature de réflexion pour voir ce qui va se passer. Et je pense bien que, comme il a bien conclu, l'Afrique de l'Ouest va bouger, sincèrement. De la Côte d'Ivoire en passant par la Guinée, bien sûr. Merci, merci messieurs. Nous allons observer une petite pause. Nous reviendrons après. À tout à l'heure.